Bonjour et bienvenue au tout premier épisode de l'Asie en question, le nouveau balado de l'Observatoire des droits de la personne. Aujourd'hui, nous nous envolons vers un des pays les plus visités au monde, la Thaïlande, pour parler des enjeux liés à son tourisme. Je m'appelle Jean-François Rancourt, je suis un politologue fasciné par l'Asie et je survolerai avec vous les origines du tourisme dans ce magnifique pays. Ensuite, Vivien Géoffré discutera avec notre invité, Alexandre Veilleux, des enjeux contemporains du tourisme en Thaïlande. Bienvenue à l'Asie en question. Si la Thaïlande est aujourd'hui un des pays les plus visités au monde, ça n'a pas toujours été le cas. Dès la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, il va y avoir des premiers proto-touristes occidentaux qui vont aller visiter le pays qui s'appelait alors le royaume du Siam, mais vraiment, il fallait être plutôt aventurier pour s'y rendre. D'abord parce qu'il fallait aller en Thaïlande par bateau, il n'y avait pas de connexion aérienne bien sûr, et ensuite, parce qu'à l'intérieur de la Thaïlande, également, on devait naviguer par voie maritime. La première connexion ferroviaire entre Bangkok et Chiang Mai n'arrivant que dans les années 1920. C'est d'ailleurs en 1924 qu'un tout premier bureau du tourisme de Thaïlande ouvre au pays. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que le tourisme en Thaïlande a connu un véritable essor. La croissance économique soutenue du pays s'est accompagnée d'un développement fulgurant des infrastructures. La guerre du Vietnam a d'ailleurs joué un rôle majeur dans cette croissance. La présence massive de militaires américains stationnés dans des bases aériennes d'où partaient des avions bombardant des positions Viet Cong au Vietnam a créé une forte demande en infrastructures touristiques. De plus, l'afflux d'investissements directs étrangers, principalement de Washington, a influencé le développement industriel avec une forte croissance des industries de la construction et des services, notamment le tourisme, le commerce, les banques, etc. Entre 1900 et 1968, le nombre de chambres d'hôtels pour les touristes à Bangkok a augmenté de 732% par année. À titre indicatif, entre 1960 et 1969, le nombre total de touristes en Thaïlande passe de 81 300 à 469 800. Cette période a également vu l'émergence de Bangkok comme un centre du réseau de transport aérien global, ce qui va largement expliquer l'essor continu du tourisme dans le pays. On peut quand même se demander pourquoi la Thaïlande, pourquoi ce pays en particulier est-il devenu une destination touristique si populaire. Outre les éléments qu'on vient d'énumérer, il faut prendre en considération sa relative tranquillité politique dans une région qui était alors en proie au conflit de la guerre froide. Quoi qu'il en soit, l'afflux touristique continuera de croître au fil des années, faisant qu'aujourd'hui, la Thaïlande est devenue une destination incontournable pour des millions de voyageurs. Si le tourisme est une manne financière majeure pour la Thaïlande, on parle quand même d'environ 20% du PIB, le tourisme ne se limite pas aux seuls aspects économiques. En effet, il soulève également des questions importantes, telles que les inégalités persistantes dans le secteur, les défis environnementaux posés par le tourisme de masse et de luxe, et la nécessité croissante de voyager de manière responsable. Pour explorer ces thèmes et bien d'autres, Vivien Géoffré, notre intervieweur maison, animera une entrevue avec notre invité Alexandre Veilleux. Alexandre Veilleux est candidat au doctorat et chargé de cours au département de sciences politiques à l'Université de Montréal, ainsi que chercheur au sein de l'Observatoire des droits de la personne. Il s'intéresse aux dimensions politiques et socio-économiques du tourisme en Asie du Sud-Est, ainsi qu'aux mécanismes de dépossession dans le cadre du développement touristique. Son plus récent ouvrage, LGBTQ Tourism in Thailand in the Light of Globalization, Capitalism, Local Policies and Impacts on the Thai LGBTQ Community, est paru en 2021 sous les éditions Franco-Angeli. Ensemble, Vivien Géoffré et Alexandre Veilleux plongeront dans les complexités de l'industrie touristique thaïlandaise contemporaine, des impacts de la pandémie de COVID-19 aux tendances émergentes telles que le tourisme environnemental de luxe en passant par le tourisme récréatif lié au cannabis. Bonne écoute!
Alexandre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler du tourisme en Thaïlande. Donc première question pour toi. Le tourisme en Thaïlande représente 20% du PIB et 15% du taux d'emploi dans le pays. On peut dans un premier temps parler d'un succès thaïlandais. Oui, absolument. Bangkok, c'est la ville la plus visitée au monde. Donc, on a quand même 39 millions de touristes qui viennent à chaque année, qui a des énormes parts économiques. Puis c'est depuis une cinquantaine d'années là, qu'on voit cette industrie qui augmente à des taux de croissance assez importants à chaque année. Donc, c'est vraiment rendu une part centrale dans l'économie. Puis le gouvernement utilise vraiment le tourisme là, pour aller chercher le plus de revenus de devises étrangères là, pour son économie. Et cependant, on a vu que durant le Covid-19 et dans la phase aussi post-Covid, l'économie du tourisme en Thaïlande a été fortement touchée. Donc ça a eu des répercussions négatives. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, c'est là que le pays a réalisé en fait qu'il était très dépendant au tourisme. Donc c'est une fois que la pandémie a frappé à la porte que les gens ont réalisé la vulnérabilité, surtout sur les îles les plus touristiques, les îles les plus dépendantes au tourisme. Le tourisme est tellement ancré dans le reste de l'économie, que ce soit en termes de fournitures alimentaires, de services, comme les chauffeurs de taxi, de tuk-tuk, que le simple fait de fermer les frontières internationales a affecté non seulement l'économie du tourisme, mais toute l'économie indirecte qui était liée. Et dans plusieurs îles, en fait, sur les îles de Phuket, de Koh Samui, les gens c'était rendu des villes fantômes là. Sur Phuket, les gens pouvaient se promener toute la journée sur la plage et il y avait littéralement personne. C'est là que les gens ont commencé à retourner dans leur village d'origine, ont commencé à quitter les villes touristiques et plusieurs sont retournés dans l'agriculture à ce moment-là, complètement changé de vie. Et c'est là également que pour plusieurs, en fait, il n'y avait pas de filet de sécurité. Hein, au Canada, on avait la PCU qui pouvait, par exemple, donner certains revenus pendant plusieurs mois pour s'aider, des aides gouvernementales. Mais en Thaïlande, il y avait très peu d'aides gouvernementales. Elle a duré les 3 premiers mois. Et après les 3 premiers mois, pendant des années, pendant plusieurs mois, on n'avait plus aucune source de revenus si on ne travaillait pas. Et les banques ne donnaient pas non plus d'argent de prêt à ceux qui étaient dans des situations économiques plus précaires. Donc, pour ces gens-là, en fait, c'était vraiment ils ont utilisé toutes leurs économies et pour plusieurs personnes, c'était vraiment... les gens faisaient la file d'attente dans la rue pour aller chercher de la nourriture pour des soupes populaires. Et donc, c'est vraiment des ONG, des organismes, des expatriés qui se sont rassemblés pour venir en aide justement aux gens dans le besoin. Une autre question que je me posais. Qu'est-ce que le gouvernement thaïlandais a fait pendant la période du Covid-19 pour les acteurs locaux ou pour les acteurs en général liés au tourisme? Donc, en fait, ils ont fait la campagne We Travel Together qui visait à encourager le tourisme domestique. Et donc, on donnait des subventions d'environ 40% aux Thaïlandais qui voyageaient. Et ça, en fait, ça a encore plus creusé les inégalités parce que d'un bord, qui avait les moyens de voyager, c'est ceux qui avaient le plus d'argent. Et en fait, pour avoir ces subventions-là, pendant la COVID, les grands hôtels faisaient des énormes réductions qui allaient parfois à 50-60% de rabais. Combiné avec l'aide gouvernementale de 40 à 50%, la plupart des touristes se disaient, des Thaïlandais, c'était la première occasion qu'ils avaient d'aller séjourner dans des hôtels de luxe. Alors, tous les hôtels qui ont bénéficié de ces subventions-là, c'est vraiment les hôtels les plus luxueux du pays, les grandes chaînes hôtelières. Ça revenait un peu à une subvention cachée. Donc, les gens avaient des difficultés économiques et on offrait ces subventions-là qui allaient directement pour ces grandes chaînes hôtelières. Par contre, les hôteliers locaux, ils en ont quasiment pas bénéficié. Il y a très peu de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit avoir bénéficié de cette campagne-là. Et c'est assez dommage parce que chez les petits hôteliers, pendant la COVID, à Phuket, par exemple, c'est près de 80% qui ont fait faillite, qui n'ont jamais réussi à ouvrir, mais les campagnes d'aide gouvernementale ne les ont pas du tout aidés, en fait. Donc, la COVID, ce qu'elle a fait, c'est que ceux qui ont réussi à survivre, ce sont surtout les grands groupes hôteliers. Et de ce que je comprends, est-ce que le tourisme en Thaïlande est touché un peu par la corruption? Beaucoup par un certain réseautage, là. Donc, il y a une très grande collusion qui se fait entre l'élite politique et l'élite économique.
Et souvent, les gens qui sont en mesure, au pouvoir, qui peuvent prendre des décisions, ce sont également des gens qui sont investisseurs dans des grands groupes hôteliers. Par exemple, le groupe Central Patana, c'est un des plus grands groupes d'investissement en Thaïlande. Et pendant la COVID, juste après, pendant que beaucoup d'hébergements locaux ont fait faillite, ils ont annoncé l'ouverture de 37 nouveaux hôtels dans le pays entre 2022 puis 2026. Donc, pour eux, en fait, c'est quelque chose qui a été très bénéfique. Ils ont été en mesure d'acheter à des prix réduits des hôtels qui ont été saisis auprès de la banque et de les racheter à un prix très faible et maintenant qui peuvent bénéficier de cette relance touristique pour s'enrichir davantage. Et est-ce que tu penses que ces enjeux sociaux, ils sont apparus donc, avec le COVID, mais est-ce que tu penses qu'ils existaient déjà avant? Oui, il y avait déjà une grande inégalité qui existait dans le pays. Par exemple, c'est 80% des terres y appartiennent aux 1% les plus riches. Donc, on a vraiment une élite économique, une élite politique qui vit très bien. Et on a cette inégalité-là qui persiste. Maintenant, ce que la pandémie de COVID a fait, c'est qu'elle a vraiment mis en lumière ces inégalités et elle les a exacerbées davantage. Les gens les plus riches, en fait, avaient des filets de sécurité, ont pu investir. Il y en a qui ont fait énormément d'argent pendant la pandémie. Donc, ça a vraiment juste exacerbé ces inégalités économiques dans le pays. Donc, tu nous racontes que l'économie thaïlandaise du tourisme est très vulnérable aux chocs exogènes. Est-ce que tu penses que le gouvernement thaïlandais a pris la totale mesure de cet enjeu aujourd'hui? Mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les discours. Le gouvernement et même dans les municipalités, on se dit qu'on veut diversifier l'économie. On essaie de faire de l'économie créative, de s'accrocher aux nouvelles technologies. Là. Donc, c'est le nouveau plan de développement Thailand 4.0 où on vise justement à aller chercher des technologies à la fine pointe pour se sortir un peu plus du secteur agricole et du tourisme. Maintenant, est-ce qu'en pratique, on le voit tant? Plus ou moins. Donc, dès que les touristes ont commencé à revenir dans le pays, on s'est tout de suite réaccroché à cette industrie. Puis, du côté du gouvernement, alors qu'on disait qu'on voulait réduire cette dépendance, cette vulnérabilité, dès qu'ils ont revu un peu les profits que ça générait, le retour du tourisme, on vise toujours à attirer encore de plus en plus de tourisme en Thaïlande. Est-ce que le parti Move Forward, qui est plus un parti de gauche, est-ce qu'ils avaient un programme pour ça ou pas du tout? Je sais que Move Forward voulait mettre plus d'accent sur les petits hôteliers, vraiment sur les Thaïlandais, le peuple, pour qu'eux puissent bénéficier davantage du tourisme, puis un peu enlever cette mainmise de l'élite économique qui possède la grande majorité des ressources. Donc, c'est un touriste qui allait peut-être être un peu plus axé sur les Thaïlandais, la population, et un touriste qui est plus respectueux de l'environnement également, parce que dans les dernières années, le tourisme en Thaïlande, le tourisme de masse, est vraiment venu fragiliser énormément d'écosystèmes dans le pays. Ça, on va en reparler, mais pour terminer, donc il y a une école d'été qui est prévue cet été à Bangkok avec le Cerium. Oui. Donc, il va emmener des étudiants québécois, en fait, de l'Université de Montréal, mais aussi d'autres universités québécoises en Thaïlande. Donc, il y a de nombreux étudiants qui vont rester dans la région après. Est-ce qu'en tant que touriste, on est aussi acteur de cette économie qui crée des inégalités? Est-ce qu'il y a des façons de participer positivement au développement de la Thaïlande sans nourrir les inégalités créées par le tourisme? Absolument. Le tourisme, autant peut être un facteur extrêmement positif de développement économique, autant il peut avoir des répercussions négatives pour la population, pour l'environnement. Et tout dépend, en fait, de sa façon de voyager. Donc, plus le tourisme est intéressé à la culture locale, aller en apprendre sur la Thaïlande, sur sa culture, aller dans les restaurants locaux, les hôtels locaux. C'est toujours ça qui a les meilleures répercussions sur l'économie, qui aide en fait les Thaïlandais à subvenir à leurs besoins. À l'inverse, si on va dans les grands resorts sur le bord des plages, là un peu à la tout inclus, qui sont souvent gérés par des grandes chaînes multinationales, là, que ce soit Marriott, Hilton et compagnie, et qu'on consomme de la nourriture qui est généralement importée. Hein, donc, on voit des fois des buffets là, avec du saumon, du vin, des produits qu'on retrouve moins. En fait, la part de cette économie-là, souvent, ne reste pas dans le pays. Donc, les taux de fuite en Thaïlande sont d'environ 60
65-70%, c'est-à-dire que 65-70% des profits générés par le tourisme ne restent même pas en Thaïlande. Donc, ils vont soit dans les grands groupes économiques, dans les grandes agences de voyage, de transport. Donc, toujours d'essayer de redonner à l'économie locale et de s'intéresser aux produits locaux. Et privilégier le backpack aussi, peut-être. Oui, ben oui. Ça va dans les deux sens. Hein. Il y a des gens qui critiquent le backpackers traditionnel, qui des fois, si on a l'image un peu du backpackers qui va se saouler dans les bars, qui peut être moins respectueux des cultures locales, ça, c'est quelque chose que les gens aiment moins. Et il y a cette image-là du backpackers, par exemple, à Phuket aussi, qui va dans ce tourisme de fête. Mais évidemment, beaucoup les backpackers ont généralement plus tendance à aller rester chez les locaux, dans les commerces locaux, les restaurants de street food. Donc, c'est vrai qu'en général, les backpackers ont un meilleur impact sur l'économie locale. On a un peu parlé d'environnement. Donc, la Thaïlande se trouve au 130e rang sur 140 du classement du Forum économique mondial sur la durabilité environnementale. Le tourisme de masse endommage fortement la faune et la flore thaïlandaise. En réponse à cela, le gouvernement thaïlandais mise sur un tourisme de luxe afin de préserver l'environnement local, sans pour autant affecter les bénéfices économiques. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que tu as pu constater de réels changements, toi qui as été en Thaïlande? Oui, ben le tourisme de luxe, on ne le vend pas comme ça. Hein. Du côté du gouvernement en Thaïlande, on donne une belle image. On appelle ça un tourisme de qualité. Donc, à entendre le mot, on se dit tourisme de qualité, ça doit nécessairement être durable, mais c'est plus une campagne marketing. C'est-à-dire que le gouvernement appelle qualité un tourisme de luxe. Donc, pour le gouvernement, ce qui est de la qualité, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et pour le gouvernement, c'est intéressant parce qu'on se dit, au lieu d'attirer 40 millions de touristes par année, on va en attirer un peu moins. Donc, l'impact environnemental va être moindre, mais on va aller chercher autant d'argent parce que les touristes vont tellement dépenser beaucoup plus d'argent. Donc, oui, ça apporte de l'argent pour le pays en termes de PIB, de croissance économique, mais ce n'est pas des profits qui sont nécessairement reproduits, qu'on voit transparaître dans l'économie locale. C'est-à-dire que si on a des touristes qui vont dépenser 400 $ la nuit dans un hôtel 5 étoiles, qui va consommer, qui va se déplacer dans des voitures de luxe, aller manger dans des grands restaurants par des chefs internationaux, ça a l'air de rapporter beaucoup d'argent, mais au final, les gens qui vivent dans cette ville-là, c'est pas eux qui vont voir les bénéfices de cet argent-là. Et donc, l'accent, il n'est pas forcément mis sur la protection de l'environnement. Non, c'est ça. C'est ce qu'on disait dans les campagnes gouvernementales. On se disait c'est pour l'environnement. Mais pourtant, si le gouvernement était réellement intéressé à avoir des mesures plus environnementales, ça pourrait se faire d'une autre façon. On pourrait protéger davantage les écosystèmes. On le voit à Maya Bay, par exemple, où il y a eu tellement de touristes de masse qui sont venus dans ces îles-là que l'écosystème a été totalement endommagé. C'est près de 75% de la faune marine, justement, des poissons qui ont disparu dans les dernières années. Donc, il y a des mesures qui peuvent être prises du niveau environnemental si le but, c'était vraiment d'avoir un impact plus positif. Et donc, pour toi, est-ce que la tendance sociale elle peut être renversée à terme pour les petits acteurs locaux qui vont de moins en moins profiter des aspects économiques positifs du tourisme, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se renverser, ou c'est vraiment fini pour les petits acteurs locaux? Je crois que la meilleure façon, en fait, c'est pour les gens, quand on voyage, c'est vraiment de tenter d'avoir un impact plus positif sur l'économie locale. Donc, en fait, ça vient vraiment des façons de voyager. Et ça, c'est vrai pour toutes les places où on désire voyager, c'est de se poser les questions, comment encourager l'économie locale, comment s'intéresser à la culture. Et ça reste quand même très présent, là. Ça reste qu'il y en a beaucoup d'hôteliers locaux, justement, qui tirent profit de ça. Mais c'est sûr que si du côté gouvernemental, on continue de donner des subventions aux grands groupes économiques, puis qu'on voit pondre un peu ces grands hôtels-là un peu partout sur la plage, c'est là que ça va être de plus en plus difficile pour les locaux qui en fait, ça vient également avec une augmentation du coût de la vie. Mais si les locaux n'ont pas les salaires pour aller avec, ça va être beaucoup plus difficile.
Puis je donne l'exemple de Phuket. Phuket, dans ses premières années, dans les années 1980, tous ceux qui avaient ouvert des hôtels, c'était des locaux qui ouvraient des petites huttes sur le bord de la plage. Donc, les backpackers pouvaient, pour même pas $1, simplement louer un matelas, coucher sur le sol. On mangeait avec les locaux et c'est quelque chose qui était très, très bénéfique pour eux. Dans les dernières années, si on regarde les mêmes zones à Phuket, ce qu'on voit, c'est des grands complexes hôteliers, donc des espèces de grandes tours qu'on voit un peu plus en verre sur les bords de la plage et qui sont concentrés entre les mains des mêmes investisseurs, des mêmes grands groupes hôteliers qu'on voit pondre un peu partout dans les dernières années en Thaïlande. Et donc la demande crée l'offre, on l'espère. La transformation du mode de tourisme doit-elle se faire par les touristes eux-mêmes? Elle doit se faire, je crois, par les façons de voyager. Oui, parce que si on attend que le gouvernement fasse quelque chose, on risque d'attendre assez longtemps. Donc oui, ça se fait dans la façon de voyager. Puis, oui. Très bien. Et donc, il y a quelques années, en Thaïlande, le cannabis a été légalisé. Donc, il y a un tourisme du cannabis qui a commencé à pondre un peu dans le pays. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est quelque chose qui s'est fait assez... un peu à la boboche, là, c'est-à-dire qu'ils ont décriminalisé rapidement le cannabis avant d'avoir eu le temps de mettre un cadre législatif en place pour le réguler. Il n'y a aucune loi, en fait, qui a vraiment bien pris le temps d'encadrer le développement du tourisme de cannabis. Et donc, en seulement quelques mois, donc les gens, pendant la pandémie de COVID-19, n'avaient plus de revenus. Et donc, on a vu dans le cannabis une façon d'aller chercher des gains économiques assez rapidement. Et maintenant, dans plusieurs villes du pays, les villes les plus touristiques, on peut voir des commerces de cannabis à chaque coin de rue. Et ça, c'est pas ça que le gouvernement voulait non plus. On disait qu'on voulait faire du tourisme médical de cannabis. Mais étant donné qu'ils n'ont pas régulé, ça a vraiment donné le champ libre aux entrepreneurs locaux de définir un peu ce qu'allait devenir l'offre de cannabis. Et même si le gouvernement continue à dire qu'il ne veut pas voir de gens qui viennent en Thaïlande seulement pour fumer, on en voit quand même énormément qui viennent pour ça. Là. Donc, ça a vraiment changé en si peu de temps totalement le paysage touristique du pays. Et est-ce que ça a un impact négatif au niveau local? Je dirais qu'au niveau économique, c'est quand même positif dans le sens où c'est beaucoup de locaux qui ont été en mesure d'ouvrir des petits commerces par-ci par-là, des commerces qui sont très créatifs justement. On va créer partir des lounges, des petits cafés, des restaurants. Au niveau plus négatif, ce serait au niveau culturel. Hein? Donc, c'est un pays où on est un peu plus réservé parfois, un peu plus de modestie. Et quand on voit des touristes se promener toute la journée en train de fumer, c'est des odeurs qui peuvent déranger. Donc, ça, au niveau culturel, c'est quelque chose qui dérange un peu plus. Et au niveau de la santé en Thaïlande, est-ce que c'est quelque chose qui touche beaucoup les jeunes ou pas forcément? Quand même, dans les premiers mois que c'est sorti, il y avait un taux d'hospitalisation très rapide qui a augmenté, surtout chez les jeunes qui consommaient. Et une des causes, en fait, c'est que même si les lois disent qu'il devrait seulement avoir un certain taux de THC dans les produits, il n'y a absolument aucun contrôle qui est fait sur les produits qui sont vendus. Donc, même si des fois, dans les commerces, on va annoncer que c'est du cannabis médical avec un taux faible de THC, en fait, en pratique, c'est pas ça du tout. Ça peut être des taux de THC qui sont parfois 50 fois plus élevés que la limite permise, et c'est ça qui a apporté plusieurs enjeux au niveau de la santé. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. L'équipe du balado L'Asie en question est composée de Vivien Géoffré à l'animation des entrevues, de Diana Catalan aux communications et à la recherche, de Camille Thom à la recherche et de moi-même, Jean-François Rancourt, à la présentation et à la création musicale. Le balado L'Asie en question est produit par l'Observatoire des droits de la personne grâce au soutien de la Chaire d'études asiatiques et indo-pacifiques du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal.